Je vous le disais tantôt, alors que les combats continuent dans la partie est de la RDC, les éléments dits d'autodéfense Wazalendo s'affrontent à ceux du groupe rebelle M23, des territoires conquis, reconquis. Et cette menace de Kinshasa, je vous le disais, contre le M23 qui promet de réagir dans l'immédiat si ces attaques étaient dirigées vers Goma. La force régionale, elle rappelle les deux parties à l'ordre à s'en tenir donc au respect du cessez-le-feu. Pourtant, la colère ne cesse de monter dans le chef des citoyens dans cette partie du pays. C'est le premier dossier. Agression dans l'Est, le temps monte du côté congolais. Le gouvernement prévient que si une balle atteint la ville de Goma, la réaction ne tardera pas. Même par hasard, une balle tombée sur Goma. Mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Faut-il comprendre que le pays de Félix Tshisekedi est prêt à passer à l'autre étape de la guerre qui ne dit pas son nom? Dans l'opinion, les avis restent partagés entre le sursaut d'orgueil patriotique et le réalisme. On nous a imposé déjà la guerre. Il y a des Congolais qui sont tués injustement, nos territoires sont occupés injustement. Qu'est-ce que la population de la partie Est a commis comme faute pour mériter une telle situation? On nous a imposé une guerre partout. Le M23 a repris le contrôle de certaines terres récupérées il y a peu par les patriotes qui ne désarment pas. Sur le terrain des affrontements, des armes avec le code des FARDC auraient été identifiées. Dans sa mise à jour opérationnelle, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dénonce la violation de cessez-le-feu entre les forces armées de la RDC et les groupes armés M23. Elle appelle les deux parties au retour à l'accord de cessez-le-feu et à la cessation des hostilités. Le cafouillage sur le terrain des affrontements laisse perplexes les Congolais dont l'espoir était à nouveau permis. Comment les Wazalendo auraient pu ouvrir le feu sur les forces loyalistes? Ceux qui croient à l'intégrité de ces jeunes continuent à évoquer la stratégie d'infiltration. C'est cette dimension qui fait très mal à l'ennemi. Et tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, notamment en termes de duplication de ce groupe Wazalendo, ça c'est le mode opératoire en fait de l'ennemi. La meilleure voie pour eux d'y arriver, c'est de pouvoir dupliquer les Wazalendo pour qu'on vive ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour dire voilà, ce sont les Wazalendo qui sont en train d'attaquer les positions des FARDC, alors qu'il n'en est pas du tout ainsi. Pendant que les volets diplomatiques dans lesquels s'est engagée la RDC se poursuit, l'espoir de plus d'un Congolais diminue. Qui sont derrière les M23? Qu'on ne se cache pas, ce sont les Rwandais. La RDC a été aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine, SADC, EAC, Cour pénale internationale, Comité africain de droits de l'homme. Ouais. Partout, la RDC est passée pour dire que nous sommes un pays agressé par les Rwandais. Voici les preuves. Qui écoute la RDC? Les interlocuteurs des Congolais les renvoient à l'accord brandi à tue-tête par les rebelles. Cet accord de Kampala, un piège que le gouvernement actuel ne saurait assumer. Illustration faite aux articles 7 et 16 pour ne citer que ça. Ces accords disent d'abord, l'article 1er dit, le gouvernement et le M23 s'engagent à réaliser et à parachever tous les points partiellement réalisés, mal réalisés et non réalisés en rapport avec les accords avec le CNDP le 23 mars. Ça, c'est le premier point dangereux. On passe à un autre point qui est en train de nous sceller, qui nous suit aujourd'hui parce que vous entendez le M23 revendiquer pour dire que nous avons signé des accords, nous avons signé des accords. Lorsque vous allez à l'article 16, cet accord dit quoi? Eu égard les principes de la continuité de l'État, le gouvernement de la RDC s'engage à reconnaître tous les actes politiques et administratifs posés par les entités sous administration du M23. Ils sont dans la logique de l'accord signé à Kampala avec la République démocratique du Congo. Ils l'ont toujours clamé. On ne s'arrête pas là. Allons dans l'article 3, 7 et l'article 5. L'article 7 dit ceci. Afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23 et se considérer comme tels, le gouvernement de la RDC s'engage à les faire participer à la gestion des institutions nationales par les biais du gouvernement central, diplomatie, entreprises publiques, gouvernements provinciaux, état-major. Mais c'est tout, c'est tout. Effectivement, c'est une
infiltration inimaginable. Partout, ça. Alors, lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'a pas le droit de contester. il n'a pas le droit de contester parce que dans l'accord, on dit qu'il y a le principe de continuité de l'État. C'est-à-dire que ce que tu as eu à trouver, tu dois continuer à appliquer. Un accord taxé de léonin que les rebelles évoquent pour faire chanter Kinshasa. Face à la confusion et au retard délibérément entretenu par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur la mise en œuvre de ses engagements, attitude qui, en réalité, cache son refus catégorique de respecter sa propre signature apposée sur ce document qui a lancé le 12 septembre 2013 le processus de paix dans notre pays. Pourtant, la liste des sanctions se prolonge. Les Nations Unies ont annoncé la liste des sanctions internationales mercredi 25 octobre. Bernard Maléché Biamungu, 49 ans, cadre du 1-23 et commandant adjoint des opérations et du renseignement de cette structure. Promis général en janvier 2023 pour l'armée révolutionnaire congolaise, branche armée du 1-23. Un mandat a été émis à son encontre par les autorités congolaises. L'ONU souligne qu'il a validé la planification de toutes les opérations du 1-23 en RDC depuis sa promotion. Avec lui, Protogène Ruvukai Kore, commandant de l'unité spéciale des FDLR, commando de recherche et d'action en profondeur. Des sanctions, loin de convaincre le peuple longtemps meurtri par la guerre, qui assurera le suivi des 10 sanctions. Et si on instituait la Cour pénale de justice, cette instauration permettrait à la justice congolaise d'être prononcée selon les règles de l'art. Comment la loi peut-elle fournir une certaine protection aux personnes victimes des conflits alors que nous voyons ces violences depuis plus de 20 ans ? Nous devons trouver une nouvelle approche, sinon nous serons condamnés à essayer de rattraper le temps perdu pendant les 20 prochaines années. Si nous trouvons une nouvelle approche pour plus de justice, pour faire en sorte que les habitants de la RDC sentent que nous ne sommes pas en train de faire de fausses promesses, pour montrer que les institutions internationales se soucient vraiment d'elles, alors on aura essayé d'avoir plus d'impact. Pourtant, en lieu et place de cette justice, c'est la transitionnelle qui est prônée. Une approche internationale qui ne rencontre pas l'unanimité des autochtones pour qui les crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont les moyens par excellence de régler les conflits et de contenter les parties en conflit. La justice transitionnelle est l'explication selon laquelle que pour qu'un pays qui a subi beaucoup de dommages puisse se reconstruire, il faut que le peuple connaisse la vérité sur ce qui s'est passé. C'est le premier pilier. Vérité et réconciliation. Commission vérité. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires. Poursuites tant sur le plan national que sur le plan international avec la Cour pénale internationale. Que reste-t-il après l'épuisement des voies diplomatiques? Pour le gouvernement, la démarche n'est pas épuisée. Il poursuit sa diplomatie. Et si la RDC allait en guerre contre le Rwanda, après plusieurs tentatives réussies pour sauvegarder l'intégrité territoriale, cette option hante les citoyens lambda pour qui seuls les bruits des bottes seront écoutés et de façon durable par l'ennemi. Comment aller à la guerre dans le contexte congolais? Une armée forte est le gage du succès. Soyons vrais entre nous Congolais. L'option qui nous reste, selon moi, c'est l'option militaire. Si on a au moins 25-35 Sukhoi sur Kigali, vous allez voir, le Conseil de sécurité s'est réuni urgemment. Il faut mettre fin à cette situation. Parce que la RDC ne riposte pas encore. Il y aura cessez-le-feu seulement les jours où la guerre sera exportée sur le sol rwandais. C'est ces jours-là qu'on parlera de cessez-le-feu. Tant qu'il n'y aura pas des exactions, tant qu'il n'y aura pas de destruction là-bas, de l'autre côté au Rwanda, il n'y aura jamais cessez-le-feu. C'est là où nous devons nous préparer là-dessus. Nous devons repousser l'ennemi, entrer sur leur terre. Et c'est là qu'on parlera du cessez-le-feu. Une armée forte signifie parallèlement la doter des moyens conséquents, un aspect qui semble ne pas être pris en compte en sa juste valeur, estiment nombreux observateurs. Où est donc passé l'effort de guerre qui, à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, avait porté des fruits éloquents, de même que les récentes tentatives? Chez les jeunes, la volonté de servir sous le drapeau ne se cache plus malgré la conjoncture. L'heure n'est plus aux tergiversations, guerre ou pas, les pays au centre de l'Afrique, entourés de 9 voisins, bijoux précieux et stratégiques pour la transformation du monde, n'a pas le droit de ne pas se préparer à assurer sa propre défense, entretenir un effet de dissuasion pour jouer son rôle de grandeur et de puissance. Le géant doit se réveiller.
Israël Moutala, est-ce que cette menace proférée ici par Kinshasa est à prendre au sérieux? Oui, elle est à prendre au sérieux parce que je pense que cette crise, nous tendons vers son épilogue. L'humiliation et les souffrances du peuple congolais a trop duré. Je pense que là, nous sommes dans une phase de radicalisation. Nous sommes dans une phase où les processus de Nairobi et de Luanda, les processus diplomatiques, ont montré leurs limites. La seule réponse qui vaille à cette crise, c'est une réponse militaire. Est-ce que vous croyez que le Kinshasa peut aller jusqu'à ce point? Voilà, on les suit dans ce reportage, hein, aller jusque sur le sol rwandais. Kinshasa, de toute façon, n'a plus le choix. N'a plus le choix de respecter un cessez-le-feu parce que le cessez-le-feu, c'est le statu quo. Et qui dit statu quo dit que le Rwanda continue à avoir de l'influence nuisible sur nos populations. Je rappelle ici que cette guerre nous est imposée depuis une trentaine d'années. Et que cette guerre, les principales victimes sont congolaises. Et la dernière guerre ici, les principales victimes sont avant tout les populations, les communautés Hutus. Il faut quand même aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme, dire aux Congolais, nous devons être solidaires avec aussi et surtout la population Hutu. Donc c'est la population Hutu qui habite majoritairement les contrées de Massissi, de Nirangongo et de Rutshuru. Les plus victimes. Voilà, ce sont elles qui sont les plus déplacées, les plus massacrées, les plus détruites, leurs écoles, leurs champs. Et donc c'est quand même un drame pour le peuple Hutu. Mais parallèlement à ce que je dis pour le peuple Hutu, nous devons comprendre aussi et sensibiliser notre population, les autres communautés de la RDC, que les communautés Tutsi aussi méritent égard, méritent respect et méritent aussi amour. Donc nous devons essayer de bâtir une nation qui soit une belle mosaïque. Ça va être un travail de pédagogie. De toute communauté. Donc je pense que, et ça sera la force du Congo, une brillante nation, forte et fière de sa diversité culturelle, où les communautés Tutsi, Hutu ne seront pas stigmatisées, mais elles seront appréciées à leur juste valeur dans l'effort de la construction nationale. Il faudrait que tous les leaders aient le courage de dire qu'il y a des Tutsis congolais dans le Massissi, dans le Kivu, dans le sud Kivu, les Banyamulenge. Et c'est en bâtissant cette harmonie, c'est en travaillant vers cette concorde entre les populations, entre les communautés, que nous serons un État fort. Alors, et parallèlement, donc, même au-delà, ça veut dire en Ituri, aussi sensibiliser les Lendu et les Ema à ne pas se regarder en chaîne de faïence, mais en travaillant de concert. Alors, on assiste depuis 2 semaines, on a vu ce regard de la sécurité provoqué une fois de plus par le M23. À quelques mois 3 mois des élections, est-ce que vous pensez que c'est fortuit? C'est pas fortuit. Ça veut dire qu'il est quand même dans l'intérêt du Rwanda d'essayer de perturber le processus électoral. Mais il y a une forte pression quand même sur le Rwanda. Je ne pense pas que le Rwanda soit prêt à franchir le Rubicon. Et le Rwanda, en tout cas le régime de Kagame, un régime qu'il faut rappeler, un régime dur, un régime sanguinaire, un régime qui cause beaucoup de problèmes, même à la communauté qu'il prétend défendre, la communauté Tutsi. Donc c'est un régime, il faut appeler un chat par un chat, c'est un régime de la voyoucratie et tout ça. Dictature. Que le langage de la force. Je pense que beaucoup des massacres dans l'Est, les pillages des ressources, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Kagame. Pour arriver au pouvoir, Kagame a enjambé des mares de sang. Pour se maintenir au pouvoir, Kagame continue avec sa politique terroriste de terreur qu'il sème à l'Est de la République, en manipulant certains Congolais. Et il faut mettre fin à ce cycle-là. Et la seule façon de mettre fin à ce cycle infernal à l'Est de la République, c'est justement de bâtir un appareil de défense et de sécurité performant. Donc, c'est à nous de faire nos devoirs. Et par rapport à ça, qui est-ce qu'on recrute? Comment on les recrute? Comment on les forme? Comment on l'équipe?
comment on l'encadre. Le réaménagement de l'arsenal militaire. Idriss Moutala, on l'a vu, hein, les Ouazalendo, il y a plus de 2 semaines, ont lancé une offensive qui a déjà porté ses fruits, mais depuis quelques jours, des territoires autrefois conquis par le M23, reconquis par les Ouazalendo, finalement reconquis une fois de plus par le M23. Est-ce que vous pensez que cette faiblesse, peu à peu, qui s'installe dans le chef de ces mouvements, est due au fait qu'ils ne reçoivent pas directement un soutien du gouvernement, quand on a dit que c'est, Patrick Mouyal l'a dit, hein, des mouvements isolés? Oui, effectivement, il faudrait à un moment que le gouvernement vienne en appui aux Ouazalendo. Pourtant, il se dédouane. Hein. Ouais, ben ça va. Non, il faudrait bien sûr, le gouvernement, officiellement, le gouvernement ne peut pas faire la guerre parce qu'il a signé un cessez-le-feu. Mais le statu quo n'arrange pas le gouvernement, n'arrange pas l'affaire du Congo. Le Congo doit rétablir sa souveraineté, son autorité dans tous les Massissi, dans tous les Rutshuru et dans tous les Niragongo. Il faudrait absolument que l'ingérence rwandaise ou ougandaise puisse cesser. Le cessez-le-feu d'ailleurs que cesse de rappeler, hein, de l'EAC. Est-ce que finalement l'EAC fait office de pot de fleurs? L'EAC, c'est quand même une organisation qui est timorée. Bon, moi, visiblement, elle ne remplit pas la mission pour laquelle elle était venue. Donc, de là, moi, je pense aussi que la mission de l'EAC n'est pas importante. La MONUSCO? La MONUSCO, je pense que pour moi, la MONUSCO peut encore rester dans notre pays, bien qu'on a adopté un calendrier de son départ qui sera appliqué dès décembre de cette année. Ce sera un retrait progressif. Mais par rapport à la MONUSCO, je pense qu'elle nous est encore d'une certaine utilité. Question transversale, la toute dernière. Pour vous, il est clair, l'option directe, c'est donc faire la guerre. Il ne faut pas être stupide. Il faut pas être stupide. Donc Kagame ne comprend que le langage de la force, de l'armée. Est-ce que la RDC est déjà assez rodée, vous pensez, pour faire face à ce Rwanda? Moi, je pense que la guerre est une bonne chose. Une excellente chose. Est-ce que la RDC, vous pensez, est-elle assez rodée? Justement, parce que, écoutez, ça veut dire que pour moi, le défi de la sécurisation de l'Est, si nous arrivons en tant que nation, en tant que pays, à relever le défi que nous pose Kagame depuis une trentaine d'années, là, nous pouvons prétendre maintenant à relever d'autres défis encore plus complexes. Je pense que c'est un devoir, c'est un obstacle que nous devons par tous les moyens surmonter. Et il faut une union sacrée, il faut un sacrifice économique, concentrer l'ensemble de nos moyens financiers, économiques à la guerre. Il faudrait faire de l'armée la première institution de ce pays. Il faudrait faire de l'armée le pilier de cette nation. Contexte obligeant, contexte sécuritaire du pays. Donc, notre ambition est de protéger notre population. Il ne faudrait pas que les Congolais meurent par la faute ou par les ambitions ou par la cupidité d'un dirigeant étranger. Il faudrait absolument que nous ayons assez de fierté, assez de dignité en tant que Congolais pour dire que aucun étranger, aucun gouvernement étranger ne peut martyriser notre population. C'est une question de fierté. Nous allons prendre le deuxième dossier.